Bonjour, dans cette vidéo nous allons évoquer la dynamique et la soutenabilité de la dette publique. On rappelle que G, les dépenses de l'État, sont financées par T, les taxes de l'État, et par l'emprunt. Lorsque G moins T, c'est-à-dire les dépenses de l'État moins les recettes, le déficit public donc, sont égales à 0, le budget est équilibré. Lorsqu'elles sont inférieures à 0, il y a un excédent budgétaire, l'État va être prêteur, et lorsque G moins T est supérieur à 0, il va y avoir un déficit budgétaire. L'État va devoir emprunter. Il va donc émettre des obligations, des OAT, des obligations assimilables du trésor ou des bons du trésor. L'État va donc s'endetter. Ainsi, on va noter grand D, le montant de la dette publique, c'est-à-dire le montant des emprunts cumulés et non encore remboursés. On va noter I fois D, les charges d'intérêt, c'est-à-dire le taux d'intérêt multiplié par la dette. Et on notera le taux d'endettement public, petit d, qui est égal au montant de la dette publique sur P fois Y, sur le PIB. Quantité fois prix. Et donc, il y a des désaccords entre les économistes sur les conséquences d'un taux d'endettement élevé. Certains qui sont plus libéraux s'inquiètent d'un taux d'endettement élevé, tandis que d'autres, plus interventionnistes, relativisent le problème. Dans les sections précédentes, nous avons vu qu'il y avait des désaccords sur les effets du déficit public et donc de la dette. Pour les keynésiens, les multiplicateurs budgétaires, plus les multiplicateurs budgétaires sont élevés, plus l'État doit accepter de creuser son déficit, c'est-à-dire d'augmenter G et ou de baisser T, puisque les déficits ont des effets bénéfiques sur l'activité et l'emploi. Donc les keynésiens sont favorables au déficit. Et ils pensent qu'un endettement public n'est pas un problème majeur. Pour les classiques et néoclassiques, il n'y a peu ou pas d'effet positif des déficits à court terme. On rappelle l'effet d'éviction, le revenu permanent et l'équivalence ricardienne. Cependant, même si ça n'a pas ou peu d'effets positifs à court terme, ça a un effet négatif à long terme qui est le ralentissement de la croissance puisque l'investissement va baisser. Et donc les néoclassiques sont contre les relances budgétaires et ils veulent maintenir la dette publique à un niveau très faible, voire nul si possible. Pour la nouvelle économie keynésienne, c'est un arbitrage entre les multiplicateurs budgétaires qui sont en général supérieurs à 1 et la nécessité que l'État respecte sa contrainte budgétaire intertemporelle. C'est-à-dire que la somme des dépenses de l'État doit être égale à la somme de ses recettes à la fin de sa vie, quoi. Mais, vu que l'État a une horizon de vie infinie. Bon. Et donc pour la NEK, il faut réserver les relances budgétaires aux périodes de crise sévère et baisser les déficits et la dette lorsque notre économie est dans une bonne situation. Donc on peut creuser la dette pour ralentir la crise, mais ensuite il va falloir résorber cette dette lors des périodes de croissance. Donc ça, c'était les rappels des sections précédentes. On dit qu'un État est solvable s'il ne peut pas faire face à ses échéances, c'est-à-dire s'il ne peut pas payer les intérêts et rembourser le principal de ses dettes. Et donc, s'il n'est plus solvable, soit l'État fait défaut, soit il négocie une restructuration de sa dette avec ses créanciers. Ce sont ces deux moyens. Le problème, c'est que la dette, c'est un phénomène de long terme. Et donc, il faut pouvoir se prononcer aujourd'hui sur la solvabilité future d'un État. Et donc, on dira que la dette est soutenable si sa dynamique anticipée rassure quant à la solvabilité future de l'État. C'est-à-dire qu'on va considérer que la dette est soutenable, c'est-à-dire que l'État peut s'endetter, si jamais on anticipe que l'État sera solvable dans le futur, c'est-à-dire si on anticipe dans le futur que l'État pourra payer. C'est une histoire d'anticipation. Si j'anticipe que l'État ne pourra pas payer dans le futur, sa dynamique de dette est insoutenable. Sa dynamique de dette est insoutenable. Et si jamais j'anticipe qu'il pourra payer, sa dynamique de dette est soutenable. Donc ce n'est pas vraiment une question du montant de la dette, c'est plus une question de est-ce qu'il pourra payer ou pas ce montant plus tard. Comment je l'anticipe. Donc on a également un problème
il peut se poser un problème de soutenabilité, de solvabilité pour les agents économiques, donc pour les ménages et les entreprises. Mais ce problème ne se pose pas de la même façon pour l'État que pour justement les ménages et les entreprises. Pourquoi? Eh bien, quand une banque accorde un prêt à un ménage, elle anticipe que le ménage aura des revenus suffisants pour payer les intérêts et rembourser le principal. Le principal, hein, c'est la dette. Voilà, si j'emprunte 1000 euros, j'ai 1000 euros de principal. Et donc, la banque ne va pas accorder de prêt à un ménage déjà endetté pour lui permettre de rembourser un autre emprunt qu'il aurait contracté. S'il a déjà un emprunt qu'il ne peut pas payer, bah, la banque ne va pas lui prêter de l'argent, parce que la banque veut être sûre qu'il rembourse. Une fois que à l'échéance du prêt, donc quand le prêt est terminé, la dette du ménage est ramenée à zéro, normalement s'il a tout remboursé. Et également le ménage, lui, s'il est normalement constitué, en général, il ne souhaite pas léguer sa dette à ses enfants. C'est assez rare les parents qui vont dire « Toi, mon fils, je vais te donner une de ces dettes quand je serai mort, tu vas pas comprendre. » Ça, c'est assez rare. Ça pourrait être assez drôle, mais c'est rare. Sauf que pour l'État, c'est pas pareil. L'État déjà va mieux maîtriser ses revenus, hein, il a la capacité de lever l'impôt, donc il peut choisir à peu près le montant qu'il va recevoir, plus ou moins. Également, une autre différence, c'est que l'horizon de vie d'un individu est fini. Hein. Quand vous êtes mort, voilà. Et on va rarement plus, allez, on peut dire 110 ans max d'un horizon de vie. Mais l'État et l'individu ne veut pas léguer de dette à ses enfants. Sauf que l'État, lui, il a un horizon de vie qui est infini, plus ou moins environ. En tout cas, extrêmement long. Des centaines d'années. Et son but, bah, c'est pas de ramener sa dette à zéro. Puisqu'il a rien, il a pas de descendants à qui léguer, donc son but c'est pas de ramener la dette à zéro, contrairement au ménage. Et donc en conséquence, l'État peut rembourser ses dettes en contractant de nouvelles dettes. Ainsi, s'il a emprunté 1 milliard à échéance de 15 ans, donc 1 milliard qu'il devra rembourser dans 15 ans, et bien alors 15 ans plus tard, il va pouvoir emprunter environ 1 milliard, selon la dynamique de sa dette justement, pour financer toute partie du remboursement de sa dette. Donc on peut emprunter pour rembourser un autre emprunt quand on est l'État. Ce qu'un ménage en général ne peut pas faire normalement. Sauf que, problème. Bah oui, cette spécificité peut favoriser un comportement irresponsable. On parle ici d'aléa moral ou d'illusion budgétaire. C'est-à-dire que l'État, il s'est dit, bah je peux emprunter pour rembourser mes dettes, bah let's go, j'emprunte en fait, enfin, je m'en fiche, voilà, j'emprunterai de plus en plus, c'est pas si grave. Et donc l'État peut augmenter G sans en faire supporter immédiatement le coût aux citoyens. Donc il va reporter le problème sur les générations futures. Donc déjà c'est pas fou, parce que l'État il peut avoir un comportement irresponsable et faire porter ça sur les générations futures. Bon, voilà on voit tout de suite un petit problème d'aléa moral. Et il y a un autre problème, et ce problème est aggravé par l'incertitude sur l'évolution du taux d'intérêt réel, petit r. Petit r qui on le rappelle est égal au taux d'intérêt nominal, donc celui qu'on va avoir sur le contrat, moins le taux d'inflation. Et donc, en période 0, l'État peut être incité à emprunter beaucoup parce que le taux d'intérêt est faible. On rappelle que plus R est faible, plus on peut emprunter facilement. Donc plus on a intérêt entre guillemets à emprunter. Sauf que il peut se retrouver face à un taux d'intérêt réel élevé en période 15 ans plus tard. Et donc l'État doit quand même remprunter pour rembourser ses emprunts précédents, sauf qu'il fera face à un taux d'intérêt réel beaucoup plus élevé. Et on voit que là c'est quand même compliqué. Il avait emprunté au taux de 1%, ensuite et 15 ans plus tard il doit emprunter au taux de 8%. Bon, ça commence à faire beaucoup, voilà, c'est incertitude sur l'évolution du taux d'intérêt réel. Également, il y a un autre le problème également qui se pose avec le taux d'intérêt, c'est que le taux d'intérêt réel va dépendre de l'état de confiance des marchés financiers. Et donc un des risques, c'est alors l'effet boule de neige. C'est-à-dire que si on augmente le taux d'endettement, petit d, eh bien, il peut y avoir une dégradation de l'état de confiance des marchés financiers. Les marchés financiers peuvent se dire « Ah, mais ouais, mais lui, il est super endetté, donc je suis pas trop confiant quant au fait qu'il pourra me rembourser.
Donc si je suis moins confiant, qu'est-ce que je fais? Ben, j'augmente la prime de risque, j'augmente R, j'augmente le taux d'intérêt. Donc, si on augmente les taux d'intérêt, l'État a des difficultés à faire face aux intérêts de sa dette, donc il doit emprunter davantage. Si l'on emprunte davantage, il augmente son taux d'endettement. Et donc, encore une fois, dégradation de l'état de confiance, puisque les investisseurs vont se dire, mais attends, il augmente encore son taux d'endettement, et c'est pas bon. Donc je augmente R, donc l'État augmente sa dette, il augmente son endettement, etc., etc., l'effet boule de neige. Et donc cette dette peut alors devenir explosive jusqu'à ce que l'État soit insolvable. Auquel cas il fera face à un défaut de dette où il devra restructurer sa dette. Et donc, face à un État qui semble solvable aujourd'hui, donc face à un État qui peut rembourser aujourd'hui, la principale question, ce n'est pas le niveau de son endettement, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que son taux d'endettement est-il trop élevé ou non? Est-ce que 50% du taux d'endettement c'est élevé, c'est pas élevé, 100%? C'est pas ça la question. La question c'est celle de la soutenabilité de la dette. C'est quelle est la dynamique du taux d'endettement et est-ce qu'elle est maîtrisée ou explosive? C'est-à-dire, est-ce que ce taux d'endettement peut monter très vite à des proportions inimaginables parce que les marchés n'auront plus confiance? Et cela peut conduire à mettre l'État insolvable, ou alors est-ce que l'État est capable de maîtriser son taux d'endettement? Maintenant, supposons que l'État n'arrive plus à faire face à ses engagements. Il est en crise de solvabilité. Ou alors il ne souhaite plus y faire face, il a la flemme. Par exemple, suite à un changement de régime politique, passage d'un régime tyrannique à une démocratie, etc., ben, l'État peut se dire, bah attends, il y a une dette qui a été faite par un dictateur, nous on n'est plus une dictature, on va pas payer pour les bêtises qu'il a faites avant. Voilà, donc là je décide, parce que je suis souverain, de ne pas rembourser ma dette. Ok. Donc dans ces deux cas, n'arrive plus à faire face à ses engagements, ou alors refuse d'y faire face. Deux possibilités. Il peut y avoir un défaut souverain, ou une restructuration de la dette. Le défaut souverain, c'est lorsque un État décide de manière unilatérale de ne pas rembourser entièrement ses dettes. L'État est souverain dans son territoire. Il a la souveraineté nationale, donc il ne peut être contraint ni par des agents domestiques, ni par des agents pays étrangers. Donc il peut dire, ah je suis endetté, ouais bah je rembourse pas, vous allez faire quoi? Voilà. L'État peut littéralement faire ça s'il le veut. Bon, après c'est pas gratuit. Déjà, il peut s'exposer à des représailles militaires. Par exemple, jusqu'au 19e siècle, bon bah l'État il disait aux autres pays je vous rembourse pas. Bon, les autres pays ils prenaient les armes et ils allaient récupérer l'argent de force quoi. Bon. Aujourd'hui c'est moins le cas, c'est plus des représailles économiques. Avec des embargos, des saisies des avoirs étrangers, etc., etc. Donc il peut y avoir des représailles. Et il s'expose également à une très forte hausse du taux d'intérêt réel le jour où il voudra de nouveau emprunter sur le marché financier. Pourquoi? Puisque les créanciers ne lui feront plus confiance et ils vont augmenter la prime de risque. Les créanciers vont se dire, bah attends, il nous a déjà mis une douille dans le passé celui-là, il a déjà refusé de nous payer. Bon bah ok, on accepte de te remprunter parce qu'on est cool, mais la prime de risque elle est super élevée, donc R augmente, donc le taux d'endettement ça va être compliqué quoi. Donc ça c'était le défaut souverain, l'État qui refuse de payer. Il peut également restructurer sa dette. Et donc la restructuration de la dette, ça résulte d'une négociation entre l'emprunteur et ses créanciers, qu'ils soient privés ou publics. Donc d'autres États, le FMI. Et donc il y a plusieurs solutions possibles. On peut refinancer la dette existante, donc baisser le taux d'intérêt nominal pour diminuer le service de la dette, allonger la maturité, etc. Ou on peut réduire la valeur nominale de la dette. Une partie de la dette a été effacée carrément. On efface, hop, on dit, hop, ça n'a jamais existé. Enfin, si, ça a existé, mais hop, c'est pas grave, on efface. Et donc la restructuration, c'est moins stigmatisante au niveau des marchés que le défaut. Mais ça complique malgré tout les financements des déficits ultérieurs. Parce que généralement, il y a des contreparties, c'est pas gratuit. On ne peut pas dire, oh, je t'efface ta dette gratuitement. Non, ça n'existe pas. Rien n'est gratuit. Les créanciers vont généralement exiger la mise en place d'importantes mesures d'austérité. Par exemple, la troïka. Dans le cas de la dette grecque. Mais là, ok, on accepte de vous baisser votre dette machin,
mais tu n'as plus de déficit, tu t'arranges pour avoir un budget équilibré. Et bon, ça on verra que c'est inspiré de certaines politiques, on verra ça dans les vidéos suivantes, c'est inspiré de certaines théories, classiques notamment, parce que les keynésiens sont complètement contre. Voilà. Donc, maintenant passons à quelques écritures. Donc comme on l'a déjà dit au tout début, D c'est le montant de la dette publique, I fois D ce sont les charges d'intérêt, les dépenses de l'État grand G, eh bien c'est égal à G indice D plus les taux d'intérêt, plus les charges d'intérêt. Alors, G indice D, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dépenses publiques hors charges d'intérêt. Donc les dépenses publiques hors charges d'intérêt plus les charges d'intérêt, ça fait les dépenses publiques. Ok. Et donc on en arrive à la conclusion, entre guillemets, que le solde public, donc G moins T, donc la différence entre les recettes, les dépenses de l'État et ses recettes, eh bien c'est égal aux dépenses de l'État hors charges d'intérêt, donc G indice D, moins les taxes, plus les charges d'intérêt, I fois D, ID. Et donc ça là, GD moins T, c'est ce qu'on nomme le solde primaire. Primaire, et ce qu'on va abréger en SPRIM, pour solde primaire. Et donc le SPRIM, lorsqu'il est supérieur à 0, on a un déficit, parce que ça veut dire qu'il y a plus de dépenses que de recettes. S'il est inférieur à 0, on est en excédent. On a un excédent du budget primaire. Donc sachant que si on est en déficit, on accentue encore ce déficit après avec les charges d'intérêt. Et si on est en excédent, ça compense les charges d'intérêt. Et donc on peut écrire, sachant tout ça, que la dette, le montant de la dette à une période t, bien c'est égal au montant de la dette à la période t-1 plus le solde le solde public. Donc les dépenses de l'État à la période t moins les taxes de l'État à la période t. Donc ça signifie que la dette, par exemple de 2020, est composée de la dette qu'il y avait en 2019 plus du déficit budgétaire moins l'excédent budgétaire de 2020. Et ça, on peut le réécrire autrement. On peut réécrire que la dette en période t, c'est égal à la dette en période t-1 plus, donc ça on l'a vu juste au-dessus, ce que c'était gt moins g moins t. C'est le SPRIM, donc le solde primaire de la période t, plus les taux d'intérêt de la dette. Donc les taux d'intérêt autonominaux de la dette de la période d'avant. Parce que t-1, on doit leur emprunter pour rembourser en fait. Donc on va rembourser une dette, mais recontracter une dette du montant t d t-1 qu'on va payer au taux d'intérêt IT. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais en gros, c'est parce qu'on rembourse. On doit rembourser dt-1, donc on va remprunter dt-1 au taux d'intérêt I de la période t. Mais voilà, si c'est pas très clair, dites-le moi, et sinon, retenez juste ça. Et donc avec ceci, on peut déterminer un certain nombre de variables. Donc on peut déduire que le taux d'endettement en période t, bien c'est égal à la dette de cette période t, multiplié par le produit intérieur de cette période t, c'est-à-dire les prix de la période t, multiplié par les quantités vendues en période t. Donc P fois Y. Ça, c'est le taux d'endettement. Le taux de croissance réel, Y, c'est en période t, c'est égal à Y, donc à YT moins YT-1 sur YT, taux de croissance. Le taux de croissance d'inflation, donc le taux d'inflation, c'est égal au prix en période t, moins les prix en période t-1, moins les prix sur les prix en période t-1. Ça, c'est juste la formule taux de croissance.
On a le taux du prime, le taux du solde primaire qui est égal donc au solde primaire, donc G était par rapport au PIB, par rapport à la richesse nationale. Et ensuite, voilà, ça on le voit et on le revoit à chaque fois. Le taux d'intérêt réel, c'est égal à I moins l'inflation. Ok. Donc ça, ce sont un petit peu des variables qu'on peut définir, qu'on peut voir. Et les démonstrations de tout ça, ça fait 2 pages, si jamais ça vous amuse. Allez voir. Bon. Maintenant qu'on a fait cette longue plutôt introduction, voyons voir quelle est la condition pour que le taux d'endettement soit stable. C'est-à-dire que pour que le taux d'endettement à une période T soit égal au taux d'endettement de la période T-1. Parce que justement, c'est ce qui nous intéresse, plus ou moins. Là, on ne cherche pas à savoir si c'est bien ou pas le taux d'endettement, on veut juste savoir comment le faire baisser ou comment au moins ne pas le faire augmenter. Parce que s'il augmente trop, on a vu que ça peut devenir compliqué si ça devient explosif. Voilà, c'est pour ça. Donc, on rappelle, le taux d'endettement, encore une fois, c'est le montant de la dette sur PY. Donc sur la richesse nationale multipliée par les prix. Donc le PIB. Et donc, le taux d'endettement va rester inchangé si le numérateur et le dénominateur augmentent au même rythme, en pourcentage. Et donc, par un raisonnement intuitif, tout ce qui va augmenter D au numérateur, donc tout ce qui va augmenter la dette publique, va tendre à augmenter le taux d'endettement. Donc si on a un prime élevé ou un taux d'intérêt nominal élevé. Voilà, c'est ce qu'on avait vu au-dessus, la dette. Si le prime ou les taux d'intérêt sont élevés, la dette va augmenter. Donc le taux d'endettement va augmenter. A l'inverse, tout ce qui augmente PY au dénominateur va tendre à diminuer le taux d'endettement. Donc c'est-à-dire si on a Y élevé ou l'inflation élevée, le taux d'endettement va baisser. Donc récapitulons. Si j'ai mon solde primaire, c'est-à-dire les dépenses de l'État sans les charges d'intérêt, moins les taxes, ben si ça c'est élevé, si ça augmente, bien D augmente. Si le taux d'intérêt nominal augmente, le taux d'endettement va augmenter. A l'inverse, si Y augmente, le taux d'endettement va baisser. Et si l'inflation augmente, le taux d'endettement va baisser. Voilà. Donc on voit que le taux d'endettement, ça ne dépend pas seulement du budget de l'État. Okay, ça ne dépend pas seulement de ses dépenses hors charges d'intérêt, de ses taxes et de ses charges d'intérêt. Ça va dépendre également de la croissance économique et de l'inflation. Et donc les calculs formels, qu'on ne va pas démontrer parce que ça prendrait trop longtemps, eh bien ils montrent que le taux d'endettement en période T est égal au taux d'endettement en période T-1 si et seulement si le prime en période T, donc GT moins T, c'est ça, hein, eh bien c'est égal au PIB, à la richesse, à la croissance économique, pardon, au taux de croissance économique, voilà, taux de croissance économique, moins le taux d'inflation, moins le taux d'intérêt plus le taux d'inflation, multiplié par le taux d'endettement. Voilà. Donc le pourquoi du comment, si vous voulez, vous irez voir la démonstration, mais là faut me croire sur parole, faut croire le cours sur parole. C'est ça. Donc évidemment, après, si on change l'inégalité, ça se répercute. Ok. Et donc si prime de t c'est égal à ce joli terme, eh bien le taux d'endettement ne va pas évoluer. Ok. On peut également réécrire cette deuxième partie. Donc on peut dire que pour que le taux d'endettement en période t soit égal au taux d'endettement en période t-1, il faut que le prime en période t soit égal au taux de croissance
économique en période T, moins le taux d'intérêt réel en période T, fois le taux d'endettement en période T. Parce que moins IT plus P, c'est moins R. Ça donne moins R. Puisque I moins P, ça fait R. Donc si on change les signes, ça fait moins R. Et donc cette égalité, c'est la condition à respecter pour que le taux d'endettement soit stable. Et donc le solde primaire qui va stabiliser la dette va également dépendre de Y moins R. Donc si la conclusion de tout ça, c'est que si le sprime est inférieur au taux de croissance moins le taux d'intérêt réel multiplié par le taux d'endettement, et bien alors, si on a ça, le taux d'endettement va diminuer. A l'inverse, si sprime est inférieur à ce terme, ben, le taux d'endettement va augmenter. Et donc, on constate que le taux d'endettement augmente dans la plupart des pays depuis les années 80, et particulièrement depuis 2008. Donc les questions, c'est quid de la dynamique future, qui va payer, est-ce qu'il y a des risques de soutenabilité, et surtout, quelles sont les solutions pour réduire ce taux d'endettement. Eh bien, pour que le taux d'endettement baisse, il faut trouver des solutions pour que on passe de ça, de sprime inférieur à y moins r fois d, à la deuxième expression. Il faut inverser l'égalité. Non, pardon, c'est l'inverse. Évidemment, c'est l'inverse. Il faut inverser l'égalité, mais dans ce sens-là. Le sprime est inférieur à y moins r fois d. Et donc, il faut essayer de passer à l'expression d'au-dessus. Il faut inverser l'égalité. Voilà. Excusez-moi. Et donc, logiquement, on comprend assez facilement que les dettes se creusent durant les conflits mondiaux. Hein, lors des conflits mondiaux, notamment les guerres mondiales qu'il y a eu, les guerres napoléoniennes juste avant. La guerre, ça coûte cher, donc on s'endette parce que bon, bah, on veut exploser la face de l'ennemi en face de nous, donc bon, c'est pas trop grave l'argent, on en trouve comme on peut. On s'endette un max pour aller l'exploser. Mais donc, si elle se creuse durant les conflits, il faut se demander par quel mécanisme elle se résorbe. Par de l'austérité, par de l'inflation, comment? Et donc, il y a un fait nouveau depuis quelques décennies. C'est que avant, ça se résorbait en temps de paix, les dettes. Sauf que maintenant, elles se creusent en temps de paix. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la tolérance des théories économiques par rapport au niveau du taux d'endettement. Donc, les keynésiens, eux, vont tolérer des niveaux d'endettement relativement élevés parce que les déficits ont des effets positifs sur l'activité, sur l'emploi. Et ils vont montrer également que les tentatives pour baisser D peuvent conduire à une hausse justement de ce taux d'endettement. C'est-à-dire qu'on va essayer de baisser le taux d'endettement, mais au final, ben, ça va l'augmenter. Dommage. Pour les néoclassiques, les relances budgétaires, c'est inefficace, donc il n'y a pas de raison de creuser la dette. Donc ils privilégient les politiques d'austérité budgétaire visant à baisser le taux d'endettement. La nouvelle économie keynésienne, pour eux, ben, il faut toujours respecter la contrainte budgétaire intertemporelle. Et donc, on peut relancer l'économie en acceptant une augmentation du taux d'endettement en période de crise, lorsque la politique monétaire atteint ses limites. Mais en revanche, il faut baisser ce taux d'endettement en réduisant les déficits hors période de crise. Et donc la grande question, c'est comment faire baisser ce taux d'endettement. Eh bien, pour faire baisser ce taux d'endettement, il faut baisser ce prime. Soit on baisse le solde primaire, donc c'est-à-dire qu'on réduit les dépenses ou qu'on augmente les recettes de l'État, soit et où on augmente la croissance, et où on baisse le taux d'intérêt nominal, et où on augmente l'inflation. Ça, ce sont les solutions pour baisser le taux d'endettement. On réduit le solde primaire, on augmente la croissance, on baisse le taux d'intérêt, on augmente l'inflation. Sachant que baisser le taux d'intérêt nominal ou augmenter le taux d'inflation, ça revient à faire baisser le taux d'intérêt réel. Donc ça fait que l'État peut se refinancer à moindre coût. Et donc ça, ces 4 points là, baisse de prime, augmentation de Y, baisse de I, augmentation de l'inflation,
Va bien falloir les retenir, presque par cœur j'ai envie de dire, même si on les rappellera souvent, pour les vidéos suivantes qui ne vont parler que de ça sur est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas et comment on fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo assez longue. J'espère que vous avez tout compris, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, et je vous souhaite bon courage pour vos révisions.